Au programme. Et bonjour les auditeurs libres, bienvenue dans Au Programme ou presque, l'émission qui part dans tous les sens et c'est pour ça qu'elle est polysémique. Ah oui, ça démarre fort, effectivement. Lors de notre dernière émission, que vous pouvez retrouver sur notre site au programme ou presque.cw.fr, nous nous étions intéressés au banquet et avions exploré les contours du sujet jusqu'à satiété. Aujourd'hui, nouvelle émission et nouveau thème, mais toujours les mêmes chroniqueurs. Affûtés comme des François Den, tranchants comme des serpes et déterminés comme un candidat de Koh-Lanta devant une pizza 6 fromages après 30 jours de privation. Une émission de cœur d'hiver qui imagine déjà le mimosa et les allergies aux graminées. Une émission légère comme la rosée du matin, une émission parfumée comme un dimanche au feu du coin. Mais tout d'abord, laissez-moi vous planter le décor. T'as de beaux yeux, tu sais. Fermez les yeux. Vous y êtes ? Nous voilà dans un couloir aérien aujourd'hui délaissé. C'est l'un des plus anciens de la planète, une rampe antique du monde moderne vers des horizons exotiques. Durant l'entre-deux-guerres, des pilotes aventuriers se lancèrent à l'assaut des cieux pour convoyer le courrier jusqu'en Afrique, jusqu'en Amérique. Au-dessus de nous, il n'y a pas si longtemps, avant Internet et le cyclopéen Jeff Bezos, Antoine de Saint-Exupéry trouva dans ces territoires qui nous surplombent l'inspiration pour certains de ses chefs-d'œuvre, Courrier Sud ou Vol de nuit. Vol de nuit. En un temps où les avions, comme les navires, ne pouvaient compter sur les outils modernes pour se guider, dompter la nuit, c'était dompter la peur. C'est pourquoi l'on construisit des phares sur les côtes, et pas seulement sur les côtes. Près de Toulouse, à Baziège, comme dans toute cette vallée où serpente le canal du Midi, on installa pour Saint-Ex, Mermoz ou Guillaumet des phares. Là aussi, les phares, symboles des progrès techniques et de l'aspiration des sociétés humaines à dominer la nuit grâce à la lumière. La lumière, tel sera aujourd'hui notre thème, décliné par nos chroniqueurs sous toutes ses couleurs. Et pour commencer, si elle était justement une couleur, nous lui attribuerions le rouge. Avec elle, les mots entrent dans la 4e dimension en passant de l'une à l'autre comme par magie. C'est à toi, Marjorie. Waouh, merci Manu. Bon, désolé, j'ai un pull rose. Ah, c'est pas voilà. grave. Faute de goût. Faute de goût. Donc, bonjour à vous, chers illuminés chroniqueurs. Bonjour aux auditeurs libres de la France entière. Chers chroniqueurs, je vais donc essayer de vous éclairer et d'apporter mes lumières sur le mot lumière. J'avoue, c'est facile. Bon, après, c'est dimanche. Et moi, normalement, à cette heure-ci, le dimanche, je fais davantage fonctionner mes jambes que mes neurones. Veuillez donc excuser par avance tout excès de facilité tout au long de cette chronique. Commençons donc par une balade en chanson pour réveiller nos muscles endormis. Il y a pléthore de chansons dont le titre contient le mot « lumière ». Nous n'allons pas écouter les 1483 titres. Nous allons donc nous contenter de 5 chansons que j'ai voulu mettre en exergue. Vous êtes prêts, les amis ? Petit blind test, c'est parti ! Attention. Manu, on y va. On reconnaît ? On buzz là. Et je veux le chanteur, le groupe. Je veux pas les titres. Gold. Wouh! Ville de lumière. Ville de lumière. Bravo. Vous allez remarquer que j'ai fait du plus simple au plus difficile. Et là, j'ai peur quand je vois quand même le niveau. Voilà, je vois le niveau. Donc, je pense qu'on va directement passer à la fin. Donc, Il est possible qu'il y ait des blancs. Hein, là, déjà. c'est parti, Manu. Deuxième titre. Alors J'espère que nos auditeurs seront plus réactifs que vous. Je crois pas. Moi, je crois que je connais, mais... Vas-y, Manu. C'est pas Calogero, ça ? En même temps, c'est sous tes yeux, donc toi tu connais quand même. Ah ouais, mais si je peux pas jouer, Et moi, oui, si je peux pas Calogero tricher... est grand corps malade, l'ombre et la lumière. L'ombre Et la lumière. Voilà. Ah oui. On continue. Bon, Ah, là, ils je pense sont- qu'au bout d'un 3 secondes, vous allez trouver. Je pense qu'elle est... voilà. je sais pas, hein, c'est pas sûr. Ah oui, oui, je sais. Mais je vais pas le dire parce que je vais tricher. Ah bah oui. Mais- Oh, c'est quand je même... l'ai- connu, laisse. mais je... Entrez dans la lumière. Oui, c'est Patricia Cass. Patricia Cass. Bah oui, Bon, bien alors sûr. là, j'ai un petit peu peur de la 4. Oui. On Alors, y va, ça va Manu, plomber et, l'ambiance, je pense. Hein. Je pense que je vais donner directement la réponse. Ah, mais c'est Non, pour non, toi, là. alors on n'est pas... Non, C'est pour Anne, ça. C'est pour... Cliché, quoi. nous ne sommes pas à l'église, mais nous sommes avec Jacques Brel. La lumière jaillira. Vous la connaissez pas ? Moi Ah, non non. plus, je l'ai trouvée là. Merci. Pas mal. Et enfin, je pense que là, ceux qui ont des enfants petits vont vite trouver. C'est parti. Ouais, impossible, moi je connais pas. Trop vieux. Les enfants sont trop grands.
Oh, c'est tout. Ah oui, c'est tout. c'est Alors tout. Ah, oui. Ah ouais, Ouh, d'accord. non. Vaiana. Oh là là, oui. Le enfin. bleu, le... Vaiana, Bon, là... Je connais Vanina, mais pas Vaiana. Voilà. Ouais, Bon, Manu, la prochaine fois, tu mettras les refrains, d'accord? Ça sera plus Oui, simple, hein. ouais, Voilà. Oui, mais on n'aura pas les droits. Donc, Bon, c'est bon, là, je crois que... Bon, Coach Marjo vous a réveillé. C'est parti. Je vous épargne les burpees et les squats. J'ai bien compris que certains n'aimaient pas trop ça. Maintenant, place au remue-ménage. Allez, wouh! Alors, moi, quand je pense à l'étymologie, et par conséquent au latin, je me revois dans les cours de mon professeur Mr. F, qui nous demandait de nous flageller lorsque nous nous trompions en thème, car selon lui, le latin, c'était intra-utérin. Donc, revenons-en au mot lumière, et partons du côté de la Grèce et de la Rome antique. Bon, rien n'est simple encore une fois. Pour les Grecs, oui, la lumière se disait au phaios. Jusque-là, tout va bien. Les choses se corsent, ou plutôt se roment, chez les Romains. Attention, gros débat. Ah ouais, là, Jeu de attention. mots, de fou, Dimanche quoi. matin. Attention, gros débat, la lumière devient bicéphale. Il distingue la luxe de la lumène. On apprend ici que tant qu'elle est dans sa source même, le corps céleste, la lumière est appelée luxe. Mais lorsqu'elle est reçue dans le milieu diaphane, elle est appelée lumène. Le lumène étant propre, ce qui est à même de révéler la couleur. Ainsi, seul le lumène, en tant qu'il révèle la couleur, relève du visible. Je sens que je vous ai perdu là, c'est ça? Non, c'est Bon, bon. après, moi, non, j'avoue, j'ai non. décroché. Ben, du coup, je continue pas parce qu'en fait, je me suis arrêtée là de lire. Ça m'avait. Voilà, bon. Je me suis dit, on va passer à autre chose. Bon, après, quand même, ils sont fous, vous voyez, c'est romain. Pourquoi? De bicéphale. Donc, on continue, on va partir du côté de l'Espagne. Ah. Bon, alors, il aurait été facile de tomber dans l'habit de Olé. lumière du torero. Non, attention, je vais relever le niveau. Il est un peintre totalement dichotomique quant à la lumière. J'ai nommé le grand Francisco de Goya y Lucientes. En effet, il y a de la lumière dans son nom, Lucientes, et pourtant il est l'auteur des peintures noires, fresques peintes sur les murs de sa maison, la Quinta del Sordo, à côté de Madrid. Vous connaissez certainement ces peintures, ou pas? Si, je pense que si je vous dis Saturne dévorant son fils, Ah, vous bien le sûr, voyez, ouais, c'est horrible. cette scène pleine d'amour, Ah, hein, oui, oui. le sang coulé, ou bien encore le sabbat des sorcières. En clair ou en sombre d'ailleurs, hein, plutôt, il y peint le laid, le terrible, la noirceur, le pathos. À propos de ces fresques, Valeriano Bossal parlait d'une chapelle sixtine laïque, dans laquelle la beauté est remplacée par la conscience de la vieillesse et de la mort. Voilà, je suis toujours très gaie, pardon. Et on pourrait continuer aussi en Espagne avec une autre personne qui a de la lumière dans son nom. J'ai nommé la célèbre chanteuse Luz Casal, qui pourtant chante aussi le désespoir, non sur ses murs, mais dans ses chansons, dont la plus connue est peut-être le... Alors là, je vous attends. Piensa en mí, non, nanana. Que d'optimisme. Je vous traduis quand même le refrain. Pense à moi quand tu souffres, quand tu pleures. Pense à moi quand tu voudras m'enlever la vie. Ne m'en veux pas. Pour rien, elle ne me sert sans toi. Voilà. Donc, c'était un peu la minute culturelle. C'est reparti. On va repartir. Pour moi, la lumière me fait penser au spectacle, à la scène, à Dalida ou à Céline Dion, quoi. Vous voyez, avec leur habit de lumière. Un peu comme ma robe, vous vous souvenez du mois de juin? Oui. Voilà. Lumineuse. Bon, lumineuse. Donc la lumière, c'est le côté bling-bling qui en met plein les yeux. Et au final, on n'y voit rien. Vous voyez comme un lapin ébloui par les phares d'une voiture, finalement. Hein? Je vois qu'on a tous eu ce léger accident avec un lapin. Mais Ouais, promis, chat. on l'a tous vu se relever après. Ouais. On l'a Bien tous vu sûr. se relever, Ouais, bien sûr. Moi, j'ai bien écrasé. Voilà. Bon, pour moi, non, ils sont dit pas, on l'a vu se relever. Il sautait. Pouf, pouf. D'accord, ok. Pour moi, la lumière, c'est aussi une facture d'électricité sacrément élevée. Sans blague. Hein. Nous ne pouvons pas parler des Lumières sans la philosophie des Lumières. Je ne vais pas passer 2 heures sur le mouvement des Lumières, d'une part parce que j'ai que 5 minutes, et d'autre part parce que quand l'explication est complexe, il faut aller à l'essentiel. J'ai donc consulté un livre d'histoire pour les collégiens. Bon, après, il n'est pas écrit par notre capitaine, mais je pense qu'il vaut ce qu'il vaut quand même. Et voilà ce qui est écrit. Je ne cite pas la source, Manu, tu as vu? Ce siècle, le 18e, est nommé le siècle des Lumières. Car à cette époque, les philosophes ont voulu éclairer l'esprit des gens et les délivrer des ténèbres de l'ignorance. On dit qu'ils combattaient l'obscurantisme. Bon, après, c'est vrai que de nos jours, tout est éclairé, hein, vous trouvez pas? Et les ténèbres ont disparu, hein? S'il vous plaît, Montesquieu, Voltaire, Diderot, vous pouvez bien revenir là, s'il vous plaît, pour éclairer de vos lumières Monsieur Z ou Madame LP ou Monsieur le maire de Perpignan, s'il vous plaît. Vous voulez bien mettre de la lumière sur certaines périodes pas si lointaines dans notre histoire, s'il vous plaît. Si on résume, la lumière, c'est tout ce qui est rationnel, éclairé, réfléchi et explicable. Et pourtant, moi là, je vois bien un ou plusieurs phénomènes inexpliqués liés à la lumière. Vous voyez de quoi je veux parler? Les ovnis, les objets volants non identifiés. Et pourtant, si on les voit, c'est bien grâce à leur lumière, non?
L'Indépendant, célèbre journal local du Sud, enfin bon, surtout de l'ordre des DPO, titrait cette semaine « Un ovni aperçu dans le ciel de Montpellier jusqu'à Perpignan, un étrange phénomène lumineux ». L'OVNI, on dirait, il a eu peur d'aller plus loin. Il s'est arrêté à la frontière avec l'Espagne au sud. Bon, après, si ça se trouve, le gars, le pilote extraterrestre, il n'avait pas son passe. Hein. Voilà. Ou autre solution, Mister A, maire de Perpignan, l'a arrêté dans son super costume de super français. Et après, il n'a pas voulu aller plus loin que Montpellier. Bon, en fait, il voulait pas partir en PACA, si je comprends bien. Il s'est dit, moi, je reste en Occitanie, chez Carole, j'irai pas plus loin. Ah, il a raison. Il a raison. Mais bon, Attention, on est accueillant. voilà. Autre rubrique, top 3 des expressions. Là, je vous fais pas de suspense, j'y vais directement. Que la lumière soif et la lumière bu. André Buckler. Est-ce que c'est lui l'inventeur de la bière? Ouais. Attention, un amant, virgule, se lament. Une amante se lamente. Que la lumière soit et la lumière déçoit. Louise de Vilmorin, écrivaine clairvoyante. Plus claire la lumière, plus sombre l'obscurité. Il est impossible d'apprécier correctement la lumière sans connaître les ténèbres. Jean-Paul Sartre, Voldemort sort de ce corps. Et pour finir, avant de laisser la parole à mes camarades, voici ma rubrique Battement d'aile. Elle est nouvelle, ma rubrique. C'est parti. C'est un peu, je mets là tout ce que j'ai pas su mettre ailleurs en fait. Mais on a trouvé Battement d'aile, c'était beau quand même. Alors, pensez-vous que les frères Lumière ont choisi un nom de scène pour faire le buzz ? Ils auraient pu prendre le nom de famille de leur maman, Jeanne-Joséphine Costille. Mais pour la com, c'était moins bien, non ? Ouais. C'était moins bien. c'est mieux. Steve Chatillon a dit « La peinture, c'est Madame Lumière et Monsieur Ombre discutant autour d'un verre d'eau. » Les gars, on a découvert le type qui est le redécouvreur du clair-obscur du 21e siècle quand même. Le Caravage et Rembrandt, eh bien, ils peuvent aller pleurer chez leur mère. Hein. Bon, c'est dimanche, lumière divine. Que la lumière soit et la lumière fut. Hashtag, ils ont inventé le détecteur de mouvement. Et enfin, pour terminer, note à moi-même, pensez à payer ma facture de lumière qui bientôt ressemblera au montant de mes impôts fonciers. Merci Marjorie. Quel tableau impressionniste, hein. On passe dans tous les sens. Bien, alors si elle était une couleur, ce serait le rose comme la couleur du granit duquel elle est issue. Elle se déplace avec des cartes de Ptolémée, dans lesquelles seule est la foi. C'est à toi, Marina. Merci, bonjour. Alors j'aime bien commencer, vous l'avez compris, par emprunter les paroles d'autrui. Je persiste donc. Aujourd'hui. C'est très bon la dernière fois. Ce sera bon. Alors aujourd'hui, vous allez peut-être deviner, pas sûr, je vous dirai de toute façon de qui il s'agit. C'était ce qu'on appelle une nuit pourrie. L'orage arrivait de l'ouest, la foudre mitraillait un promontoire éloigné aux faux airs de tortue. J'avais débarqué in extremis avec ce temps de chien. Allez donc savoir quand l'endroit serait de nouveau accessible. À des milles à la ronde, le reste de l'archipel était englouti dans le noir et la bruine. Pas une lumière en vue, rien. Il se mit à pleuvoir et alors seulement apparut, 100 mètres plus haut, le faisceau lumineux. Je cherchais la lampe des yeux et ce que je vis me laissa quoi ? Depuis le bord de l'escarpement, la tour s'inclinait vers moi, tordant sa puissante construction de pierre. De son œil unique de cyclope, elle cherchait l'intrus. Alors, c'est où, c'est qui ? Ça doit être en Bretagne. Eh bien non, ce n'est pas en Bretagne du tout, on est en pleine Méditerranée, c'est Paolo Ruiz qui raconte. Eh oui, je vous ai eu. Elle n'est pas tombée dans la facilité. Eh non, du tout. Alors revenons quand même en Bretagne, malgré tout, je suis désolée, je vous emmène chez moi. Et cette fois-ci, nous allons en mer d'Iroise. Alors, est-ce que vous situez ? À peu près. À peu près, donc c'est un petit bout d'Atlantique. On est au bout de la Bretagne, on est borné au nord par l'île d'Ouessant et au sud par l'île de Saint. Là, ça va, c'est bon ? C'est bon. Bien, impeccable. C'est donc un de ces passages les plus dangereux pour les navigateurs. Et dans cette mer d'Iroise, au sud, on a donc la chaussée de Saint. Alors, j'emprunte une description au magasin pittoresque, je mettrai la référence, hein, Manu. Donc, au magasin pittoresque qui, en 1879, nous décrit cette chaussée de Saint de cette manière-là. Une affreuse chaîne de roches entre lesquelles la mer fait rage avec des courants de fond. À mesure que ces roches s'éloignent de l'île de Saint, dans l'ouest, elles s'abaissent de plus en plus. Quelques-unes ne découvrent qu'aux plus basses marées, et le plus grand nombre reste à fleur d'eau. L'extrémité la plus avancée de la chaussée se termine par des hauts fonds, dont les marins naviguant dans ces parages ne peuvent juger exactement la position faute de repères. Et donc évidemment, là c'est moi qui reprends la parole, les naufrages sont légion dans la région. Tous les 2 ans, tous les 3 ans, c'est une catastrophe. Et la toponymie en atteste, puisque c'est là qu'on trouve la fameuse baie des Trépassés, entre la pointe du Rhin et la pointe du Vent. Magnifique, je vous le conseille.
Alors, le naufrage de trop, c'est celui de la corvette à aube, la Sané, dans la nuit du 23 au 24 août 1859. À la commission des phares, on cherche alors un site pour construire la sentinelle de la chaussée et éviter ce genre de drame. On élit donc Armen, les polyglottes, ça veut dire le rocher, je vous sauve, le rocher en breton. Une plateforme de gneiss de 105 mètres carrés qui émerge juste à 4 mètres au-dessus des flots à marée basse. Les Sénans, les habitants de l'île de Saint, les Sénans accueillent le projet sans grand enthousiasme. Comment vivront-ils donc s'ils ne peuvent pas profiter du produit des naufrages ? Ceci étant, ils ont subi un raz-de-marée en 1866, raz-de-marée qui hypothèque très grandement leur survie sur l'île. C'est donc en 1867 qu'ils acceptent les travaux qui commencent. Alors un drôle de chantier s'ouvre dans des conditions absolument dantesques qui vaudront son surnom au phare du rocher, l'enfer des enfers. Imaginez, le rocher n'est accessible qu'à la belle saison, entre 2 marées d'équinoxe. Et encore, quand les conditions sont assez clémentes. Les travailleurs sont amenés par la chaloupe sur le rocher, à basse mer, équipés d'espadrilles antidérapantes et de gilets de sauvetage en liège. Oui, si, je vous assure. Un marin reste constamment posté sur le rocher pour surveiller les éventuelles déferlantes et lancer l'évacuation si nécessaire. Un seul mort. C'est tout. Ça va. L'avancée des travaux est particulièrement lente, d'autant plus que d'une année sur l'autre, la mer reprend le pouvoir. Il faut chaque année réparer ce qu'elle a détruit. De là à parler d'un travail de Sisyphe, je connais l'Antiquité quand même. On se demandait, oui, où est-ce qu'était l'autre ? Quelques chiffres. La première année, en 1867, seulement 8 heures de travail effectif sur le rocher. Vous imaginez, entre mars et septembre. 15 trous percés pour y loger les tiges en métal auxquelles les fondations seront arrimées. La tour ne sort de l'eau qu'en 1871. Et le feu est testé en février 1881. Mis en service le 30 avril 1881. Après 15 ans de travaux, on peut le dire. Alors, je pensais dire Fiat Lux, mais visiblement, c'est plutôt Fiat Lumen. Fiat Lumen, voilà. Fiat Lumen, Voilà. effectivement. Bon, alors Fiat Lumen. Les bateaux peuvent naviguer en sécurité, loin du tumulte de la chaussée. L'enfer est maintenant pour les gardiens. Véritable vestale chargée de l'entretien de la permanence de la lumière. Ils sont 3. 2 dans le phare, 1 sur l'île de Saint, qui attend pour la relève, 30 jours dans le phare, quand tout va bien, parce qu'en cas de tempête, ça peut être multiplié par 2, voire 3. Et alors, la relève est une vraie catastrophe, hein, c'est difficile, on arrive avec un bateau qui s'appelle la Véleda, on accroche un va-et-vient entre la plateforme et le mât, et les marins, suspendus au-dessus de l'eau, passent de la plateforme au mât, du mât à la plateforme, avec les vivres qui vont leur permettre de vivre pendant 30 jours. Un véritable enfer, là encore. Bon, ce n'est pas fini pour autant, pardon. Les ingénieurs qui ont présidé aux travaux sont inquiets. La tour résistera-t-elle aux assauts de l'océan ? De nouveaux travaux sont lancés en 1897 pour alourdir et consolider la base. Les travaux sont enfin terminés en 1902. Et à partir de là, donc, plus de naufrages. La sécurité est assurée dans cette chaussée de Saint si dangereuse auparavant. Tout cela est fini aujourd'hui. Le phare est automatisé en 1990, 3 éclats toutes les 20 secondes. Le rocher n'est plus visité que par hélicoptère pour la vérification de son bon fonctionnement. C'est là qu'on retrouve notre cyclope, abandonné, à la recherche des intrus qui dérangent sa solitude. Et voilà. Merci. Ah, merci. Merci. Tu nous as fait voyager, là. Ouais, Ah ouais, voyager. on y était là. Ouais, bah, moi, quand je me suis mis à la place des marins ou des gardiens de phare, j'ai eu le mal de mer quand même. Hein, voilà. S'il était une couleur, ce serait le jaune soleil. Il s'agit bien d'Emmanuel, notre guide dans la nuit, notre phare d'Alexandrie. Oh, quelle entrée en matière. Oh, que de lumière autour de moi, ça clignote, ça irradie, ça projette, ça ensoleille, ça hale. Vous pensez évidemment que je parle de vous, être magnifique, dépourvu de tout narcissisme. Tout à fait. En effet, c'est bien de vous dont je parle, entre autres. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer dans cette chronique la lumière que l'on appelle artificielle, qui rejoindra d'ailleurs un petit peu celle de Marina, celle que nous fabriquons depuis que Prométhée a volé le feu à Zeus, à moins que ce ne soit Jean-Jacques Hano, je ne sais plus. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas à une, mais à 2 cartes que je vais m'intéresser. 2 cartes distantes de presque 200 ans. 2 cartes magnifiques que vous pouvez retrouver sur notre site web. 2 cartes qui disent beaucoup de la façon dont nous appréhendons dans le temps long la lumière que nous fabriquons. 2 cartes, 2 ambiances. Alors d'abord la première. Ça, c'est clair. La première. Il s'agit d'une carte de 1826, d'une redoutable précision, portant un titre à faire roupiller un académicien ou un sénateur.
Carte des côtes de France sur laquelle on a indiqué la position et la nature des diverses espèces de feux établies ou à établir sur ces côtes. Bref, une carte des phares de la France métropolitaine. En une époque où aucune image satellite ne pouvait venir en aide aux cartographes, il faut voir le travail d'orfèvre. Comment le concepteur a reproduit avec minutie la moindre variation de ce que l'on appellerait aujourd'hui le trait de côte. Dans la précédente émission, peut-être vous souvenez-vous que je glosais sur une carte des produits laitiers, me moquant de cette représentation de la France, seule au monde, centrée sur elle-même et sur un patrimoine idéalisé. Ici, c'est rigoureusement l'inverse. On aperçoit les côtes espagnoles, anglaises et celles de Piémont-Sardaigne, dans une sorte de dialogue fraternel entre les peuples maritimes. Évidemment, j'idéalise. Mais les phares, c'est le voyage, comme on l'a vu avec Marina, c'est la rencontre avec l'autre. Comme dirait Johnny, ou Néron plutôt, allumer un feu, c'est chaleureux. Surtout Néron. Surtout Néron. Évidemment, j'idéalise. J'idéalise, c'est vrai, mais allons un peu plus loin. Pourquoi cette carte en 1826 ? À quels enjeux répond-elle ? Depuis 1792, la construction et la gestion des phares sont publiques et une commission permanente, qui existe toujours, est créée en 1811 pour rattraper le retard considérable que les Français ont pris sur les Britanniques quant à la signalisation des côtes. Les phares deviennent alors un enjeu de puissance et ils deviennent également le ferment d'innovation technique considérable. Par exemple, savez-vous que le fameux phare de la tour de Cordouan devient, pendant la Révolution française, le phare à la plus longue portée grâce à 12 miroirs paraboliques de plus de 80 cm. Vous savez ça ? Pas du tout. Ben non, personne ne le sait. Et savez-vous qui a construit ce miroir ? Et non, pas du tout non plus. Personne ne le sait. Même pas, 6 mois. Le bien nommé Étienne Lenoir. Mais il faut... Oh là là. Eh oui. Comme quoi, on le disait tout à l'heure avec Marjorie, les noms peut-être prédestinent un destin, justement. Bref, si pendant longtemps, les quelques phares de nos côtes furent allumés par des feux de bois, au XVIIIe siècle, on observe une accélération des progrès techniques. On commença à utiliser l'huile, puis à la fin du XIXe siècle, l'électricité. Ah, la feu-électricité. Quel progrès pour l'éveil des âmes. Ce n'est pas la lutte des lumières contre l'obscurantisme, comme tu disais, Marjorie, c'est la lutte des phares contre l'obscurité. Baudelaire ne s'y était d'ailleurs pas trompé, lui qui associa ses sentinelles de pierre à des hommes illustres comme Leonardo ou Delacroix. Alors cette carte m'émeut, je ne vous le cache pas. Regardez Paris. Oh, seule ville intérieure représentée, Paris, toujours Paris. Regardez le petit cordon ombilical de la Seine qui la relie au monde maritime, comme c'est émouvant. Ah, mais c'est sur là nos rêveries de corsaires solitaires et revenons en 2021, brutalement. Deuxième carte, là aussi produite par la puissance publique. Changement d'époque, changement de regard sur un même territoire ici. Point de phare maritime, place aux phares des voitures, aux réverbères, aux enseignes nocturnes, place aux phares de la Tour Eiffel, aux feux de falaise, aux fenêtres des foyers anonymes, place aux lumières de la ville avec ce titre terrible, la pollution lumineuse. Où fait-il encore nuit noire en France ? Enfin, en France métropolitaine et en Corse. La Corse, c'est bon, elle est bien entrée dans notre imaginaire national. Les Dromes, en revanche, c'est pas gagné. Donc on va partir du principe qu'à Mayotte ou à Tahiti, il n'y a pas de problème, et qu'à la Martinique ou à la Réunion, quelques coulées de lave n'empêchent pas les étoiles de briller. Revenons donc à notre carte, notre infographie, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les cartes se baladent rarement toutes seules. Elles sont accompagnées de graphiques, de textes, de dessins, etc. Soit que le cartographe considère que l'on est trop bête pour comprendre le message principal, soit qu'au contraire, il considère que nous sommes des êtres lumineux capables d'absorber une quantité infinie d'informations. Si je prends le graphique situé à la pointe nord de l'Alsace, je pencherai quand même pour la première option. La luminance zénitale, déjà j'adore, se divise en 3 catégories, bon, moyen, mauvais. Tu vas comprendre ? Tu vas comprendre. Alors évidemment, je suis de mauvaise foi. Avec cette infographie, on peut travailler sur la littoralisation, la métropolisation, la densité urbaine, l'anthropocène, que sais-je encore. C'est vrai. Mais toutes ces taches de sang jaune, qu'est-ce qu'elles disent de la lumière artificielle ? Qu'est-ce qu'elles disent de la ville où se concentre près de 80% de la population française ? Et en creux, que disent-elles des campagnes ? Celles-ci seraient-elles passées du statut de réservoir à plouc à celui de nouveaux îlots de pureté ? Alors j'ai fait comme Pascal, je suis allé à la pêche au territoire où il fait nuit noire. Enfin, là où l'obscurité se fait la plus remarquable, parce qu'on est d'accord, cette expression de nuit noire est complètement ridicule, absurde, pour peu que nos yeux fonctionnent correctement. On y voit la nuit sous un nouveau jour. Mais je digresse. Revenons à notre carte et aux îlots de pureté obscure. Bon, les littoraux c'est mort, plus besoin de phare, si les marins ont le cuir tanné, c'est que les côtes sont des guirlandes d'UV. Non, aujourd'hui, les champions de la nuit noire, ce sont les parcs naturels régionaux.
Ah, le parc naturel régional du Morvan, le parc naturel des Mille Vaches, encore elle, ou celui de la Brienne. Voici les nouvelles oasis modernes, les nouvelles arches de Noé. En conclusion, que conclure ? Évidemment que je suis de mauvaise foi. Moi aussi, j'aime observer les étoiles, les galaxies qui nous rappellent à notre condition d'éphémère, de grains de poussière perdus dans le néant, comme dit le chanteur. Moi aussi, j'aime les papillons de nuit qui se posent sur mon front au moment de m'endormir et que je n'écrase pas contre le mur parce que ce sont de ravissants insectes. Moi aussi, j'aime les chauves-souris qui m'attaquent comme des zombies aveugles quand je coupe le lilas du voisin la nuit. Moi aussi, j'aime les renards qui viennent bouffer mes poules quand j'ai le dos tourné dans le lit. J'aime les fantômes, les hurlements des chats qui s'évicèrent dans l'obscurité. J'aime tout ça, c'est beau. Mais pour autant, doit-on, dans un saisissant effet de balancier, brûler ce que nous avons adoré, ce qui nous a permis d'une certaine manière de sortir de l'ombre ? Ne peut-on pas, comme Roy Neary, le héros de Rencontre du troisième type et Steven Spielberg avec lui, admirer à la fois ces villes fascinantes quadrillées au cordeau et à la fois les étoiles desquelles nous attendons tant de réponses ? Autrement dit, la lumière des êtres humains est-elle moins admirable que la lumière des lucioles ou des galaxies ? Et je vous laisse méditer. Non, merci. Merci Manu. Si elle était une couleur, ce serait le blanc dont se nourrissent les étoiles. Sautillant de liane en liane, j'ai nommé ma sœur Anne. Oh, merci Marjorie. Bon, eh bien, écoutez, nous rentrons depuis peu dans la période hivernale. Le froid, la nuit, la nature s'éteint. Les jours de l'année raccourcissent, le soleil termine sa parabole descendante. Cependant. Et nous, pauvres mortels de l'hémisphère nord, allons devoir affronter la nuit. Alors, comme chaque année, nous allons rivaliser d'innovation et de création pour illuminer nos villes. Comme tu disais, Manu, réchauffer nos cœurs plongés dans la crainte ancestrale de la froideur et de la mort. Et oui, heureusement, pour conjurer le sort, nous avons Noël. Les guirlandes comme antidote à l'obscurité, le vin chaud pour lutter contre l'hibernation forcée, les chorales du coin de la rue pour briser le silence mortifère, et pour réchauffer nos mains et nos cœurs engourdis, le feu. Ouf, nous voilà sauvés, la lumière a vaincu les ténèbres. Mais ça, vous voyez, l'homme le pressent depuis l'aube de l'humanité. Le symbole de la lumière est l'un des plus riches de signification, un symbole évocateur d'une réalité qui touche l'homme en profondeur. Alors, chers amis, quelle symbolique nos ancêtres voyaient dans le soleil, le feu, l'étoile, les astres, la lueur. En gros, comment les hommes ont-ils fait pour combattre le côté obscur de la force ? Besoin d'un petit éclairage peut-être. Oui. Allez, c'est parti. Nécessaire. On part en Égypte, sur les bords du Nil, l'Égypte antique, 14e siècle avant Jésus-Christ. L'hymne au dieu solaire égyptien Aton débute en ces mots. Ô disque solaire vivant qui vécut le premier, et un peu plus tard Akhenaton verra en ce dieu un dieu à la fois physique et spirituel. Il est l'astre solaire qui est au centre de notre système et l'esprit qui rayonne. Du côté de la Perse, la religion mazdéiste est apportée par le prophète Zoroastre ou Zarathustra, le fameux, celui de Nietzsche. Voilà, ainsi parlait Zarathustra. Eh bien, ce prophète est né en 660 avant Jésus-Christ en Bactriane. C'est en Afghanistan, hein, on est d'accord ? Pour vous le situer, il est contemporain de Bouddha, Confucius, Périclès. Zarathustra, c'est une révélation du dieu Ahura Mazda, d'où sortit le livre sacré l'Avesta. Dans ce livre, le prophète décrit la lutte entre le royaume de la lumière et celui des ténèbres. Et il promet à tous les hommes l'immortalité de l'âme, sous réserve d'un jugement dernier. Ça vous parle ? Évidemment, c'est lui qui inspirera la religion hébraïque, le christianisme et l'islam. Ahura Mazda engendre Mitra, dieu du soleil, de la lune et des étoiles. Le feu est le fils d'Ahura Mazda. Et c'est pour cette raison que les anciens Perses n'éteindront jamais le feu sacré. Le feu est gardé précieusement dans les temples appelés maisons du feu. Il est le lien direct avec l'ordre cosmique. Il éloigne les démons, bénit celui qui le nourrit et l'entretient. Petite anecdote pour briller, que dis-je, illuminer dans les salons pour l'épiphanie, autour de la galette des rois. Je vais vous donner une petite astuce, vous en faites pas. Vous allez un peu élever le niveau, là, entre les controverses opposant les farouches défenseurs de la traditionnelle brioche et les hérétiques de la frangipane. Ou encore, est-ce que c'est le plus jeune qui doit passer sous la table ? Le problème, c'est qu'il ne sait pas encore parler. Enfin bref, on va lever un peu le niveau. Et vous pourrez éclairer les lanternes de vos convives en expliquant que les mages, ces bons vieux Melchior, Balthazar et Gaspard, venus de loin, très loin jusqu'en Judée, offrir encens, or et myrrhe, heureusement qu'ils étaient en chameau pour la taxe carbone, eh bien, en fait, ils seraient probablement des prêtres zoroastriens venus prêter allégeance au nouveau monothéisme. Eh ouais. Allez, on repart plus à l'est. Bouddhisme et hindouisme, pas de lutte frontale entre la lumière et l'obscurité, mais l'homme est prisonnier du cycle des morts et des renaissances, c'est le samsara, tant qu'il n'arrive pas à en sortir, à atteindre la lumière, l'illumination, la liberté, ce qu'on appelle le nirvana. Ça, c'est le but final.
sur le continent américain. Bon, vous le savez tous grâce à Tintin, normalement, et les mystérieuses cités d'or. Oh, Esteban Zilla, Tao les cités d'or. C'est bon, merci. Oh, C'est très bien, je vous Enfant remercie. du soleil. Voilà, c'est ça. Exactement. Je savais que je pouvais compter sur vous. Donc ce soleil-là a occupé une place importante dans les croyances, les rituels précolombiens. C'est bien avec un fond musical, c'est pas mal. Les Incas dans le temple du soleil à Cusco, les Mayas évidemment, les Aztèques assurément. Le soleil permettait de repousser l'assaut du néant en procurant au soleil du sang humain, car il était la nourriture par excellence. Dans le judaïsme et le christianisme, la première parole divine que nous connaissons tous est le fameux Fiat Lux. cette fois-ci, c'est Lux, pas Lumen. De la création dans la Genèse, que la lumière soit et la lumière fut. En ce mois de décembre, nous pensons bien évidemment à la fête de Hanouka, inauguration en hébreu, que les Juifs célébreront cette année entre le 26 novembre et le 6 décembre. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, la Terre Sainte était gouvernée par les Séleucides, les Gréco-Syriens, qui voulurent forcer le peuple d'Israël à accepter la culture et les croyances grecques. Contre toute attente, un petit groupe de Juifs fidèles dirigé par Judas Maccabée repoussa l'une des armées les plus puissantes de la terre, chassa les Grecs du pays, reprit le temple de Jérusalem et le consacra à nouveau au service de Dieu. Lorsqu'ils voulurent allumer la ménorah du temple, qui est le fameux candélabre à 7 branches, ils ne trouvèrent qu'une seule fiole d'huile d'olive qui avait échappé à la profanation par les Grecs. Miraculeusement, ils allumèrent la ménorah et l'huile, à peine suffisante pour un jour, dura 8 jours, jusqu'à ce qu'une nouvelle huile puisse être préparée dans des conditions de pureté rituelle. Ainsi, pendant 8 jours, chaque soir de Hanouka est allumée une nouvelle bougie sur le chandelier à 9 branches. 8 pour chaque jour et 1 pour allumer les autres. Pendant 30 minutes, les Juifs restent près des flammes pour chanter des louanges à Dieu. Ils mangent des beignets parce que les fritures rappellent l'huile de la fiole et les enfants jouent à une petite toupie à 4 faces qu'ils appellent dreidel. On va briller vraiment. Je Je sais. viens briller là, je crois. Dans l'islam, le symbolisme de la lumière, Nour, trouve son origine dans le Coran, dans le passage appelé verset de la lumière, dans lequel la lumière est littéralement assimilée à Dieu et comparée à celle émise par un flambeau, sourate 24. Dans la tradition musulmane, la lumière est aussi comprise comme un instrument de la connaissance, voire à la connaissance elle-même. Dans la Bible, les références à la lumière sont innombrables. On trouve notamment dans le Nouveau Testament une parole de Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mais on trouve aussi, quand il s'adresse aux hommes, « Vous êtes la lumière du monde. » Nous sommes Ah oui. Enfin, pas tous, hein, pardon. Comme on vient de le voir, la lumière, parce qu'elle descend du ciel, le domicile des dieux, elle est fréquemment associée au divin. Mais elle est aussi dans l'homme, élément le plus abouti de la création. Enfin, ça, c'est une autre question. Hein. Ouais. Les francs-maçons utilisent aussi ce rite dans le rite de l'initiation, de l'accès à la lumière. Lorsque l'impétrant entre dans le rite initiatique, il passe de l'ombre à la lumière et il s'avance les yeux bandés. Ainsi, en le privant de la vision oculaire, on lui permet d'accéder à la vision du cœur. Voilà, cette expérience vitale de la lumière, en opposition aux ténèbres, suit toutes les époques et courants culturels, car elle est créatrice et capable d'illuminer la terre et de transformer l'homme. Ainsi, alors que nous allons bientôt nous émerveiller comme des enfants devant les lumières de la ville, que nous allumerons nos bougies sur les tables et dans nos maisons, pensons à cette lumière qui nous inspire et qui nous sauve de l'obscurité. Le soleil est une denrée précieuse, elle n'est pas mercantile, elle ne se privatise pas, elle ne diminue pas si on la partage. Alors que ce soit la petite flamme intérieure et intime de nos cœurs ou le grand feu de joie partagé et ritualisé, la lumière nous permet d'espérer. Espérer que le jour revienne après la nuit, que le printemps revienne après l'hiver, que la confiance succède à la peur, que la vie demeure après la mort. Oh là 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 là. Merci. Merci. C'est cadeau. Cadeau. Quel cadeau. Alors là, on a voyagé aussi, hein, ça, dans le temps, dans l'espace, partout, hein, même dans les Je suis dessins. crevée. Et sans kérosène en plus. À Chameau. Ah, d'autres chameaux. Rapide le chameau quand même. Hein, rapide. Alors, sa couleur est celle de Venise, la ville dont il est devenu docteur, Oui. et qu'il arpente tel un phare à la lumière spectrale. Laissons la voix à notre cher Pascal. Eh bien, merci, cher Emmanuel, puisque c'est aujourd'hui comme ça qu'on le nomme. Avant, on avait Manu, maintenant c'est Emmanuel, donc j'en profite.
Merci et bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Brouillon de culture. La chronique brouillonne mais cultivée ou presque. Le thème imposé est la lumière. Bon, je suis pas sûr d'être très bon sur les figures imposées et sur les figures libres, j'ai tendance à tomber. Bon, alors, l'autre jour, j'ai tenté le triple loot, ce piqué, et j'ai lourdement chuté sur les fessiers. Je vais pas recommencer. C'est plus ton âge, Pascal. Bref, aujourd'hui, pour l'occasion, j'ai revêtu, comme vous l'avez pu l'entendre tout à l'heure, mon habit de lumière, celui qui est porté par le toréador lorsqu'il rentre dans l'arène face au toril. Thème difficile, disais-je. En effet, j'aurais pu parler du tableau de Magritte, peintre surréaliste belge dont l'une des œuvres se nomme Empire des Lumières. Dans celle-ci, il peint à la fois le jour et la nuit. Et la nuit est représentée par une maisonnette au bord d'un canal, plongée dans le noir et éclairée par un lampadaire qui diffuse une lumière blafarde. J'aurais pu vous parler de l'album du groupe IAM, groupe marseillais, sorti en 1995 et intitulé Ombre et Lumière, et EST, et dans lequel on retrouve 2 chansons connues, mais je vais en prendre une. Je danse le Mia. Pas de cotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Vous avez bien compris, les paroles les plus connues sont pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille, qui pourrait éclairer le thème d'aujourd'hui. Bon, il y en a une autre qui s'appelle Le Feu, dont vous connaissez les paroles, Johnny l'a un peu récupéré. Ce soir, on vous met le feu. Bref, passons. J'aurais pu parler de la pêche au lamparo, une pêche qui se pratique en bateau, surtout sur les côtes catalanes, et dont le principe consiste à éclairer la surface de l'eau avec des lumières de puissants projecteurs afin d'attirer les poissons pour les capturer ensuite dans leur filet. J'aurais pu parler du dessin animé Jace et les conquérants de la lumière. Ça vous rappelle les souvenirs? Jace. Ils se battaient contre les monstres aux plantes. Oui. Ce dessin animé de 1985 a bercé ma jeunesse autant que les Cités d'Or, dont vous avez aussi entendu parler précédemment, dont le Grand Condor, piloté par Esteban Zia et Tao, fonctionne grâce à la lumière du majestueux soleil. J'aurais pu vous parler de Paris, Paris Ville Lumière, et d'une publicité, eh oui, on en parle aussi, pour une marque de voiture française, la DS7 Crossback, qui s'intitule « De l'audace, de l'excellence ». Dans celle-ci, les monuments parisiens défilent sous vos yeux sur un fond de Marseillaise électro, vous irez écouter. Le Louvre, la Tour Eiffel et bien d'autres, la pub assez bien construite débute par la phrase « De la lumière, voilà de quoi Paris est faite ». Puis le mot « lumière » Il le tient mieux que toi. Puis le mot « lumière » est cité à plusieurs reprises. Ainsi, les publicitaires font un habile parallèle entre les lumières de la voiture et celles qui éclairent les plus grands monuments parisiens. J'aurais pu vous parler des philosophes, des Lumières, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, qui ont été évoqués précédemment, qui ont participé à l'encyclopédie des Lumières. Ils ont donc éclairé un monde obscur à cette époque, le XVIIIe siècle. J'aurais pu vous parler des frères Lumière. Auguste et Louis, ingénieurs lyonnais dont vous avez aussi entendu parler précédemment, mais qui ont inventé donc le cinéma et dont le film le plus célèbre était L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, diffusé en 1896 et réalisé en 1895, et dont la légende dit que les spectateurs ont pris peur pendant la projection. Attention Manu, c'est pour toi. J'aurais pu parler de Light Off, un mouvement de jeunes Yamakasi qui éteignent les lumières des boutiques la nuit. Ils allient l'utile à l'agréable, un geste pour la planète et le plaisir de faire des pirouettes. C'est pour Manu du coup là. J'aurais pu vous parler des lumières du phare d'Alexandrie qui font naufrager les papillons de ma jeunesse. Bon, j'aurais pu aussi vous parler d'une nouvelle à chute qui s'appelle Lucien, qui était le prénom de mon arrière-grand-père, mais je ne vous donnerai pas la chute. C'est une nouvelle de Bourgex, si vous trouverez ça. Je ne vais pas vous parler de tout ça, mais non, j'en parlerai pas du tout. Je préfère vous parler d'un reportage que j'ai vu l'autre jour sur M6, le 5 novembre dernier, lors du journal de 1945. 2021. Oui, c'est récent. Celui-ci évoquait la fête des Lumières qui se déroule en Inde à cette époque de l'année.
Il s'agit de la Diwali, fête durant laquelle les Indiens allument des bougies, des lampes à huile, des feux d'artifice, des pétards partout dans toutes les villes. Et dans quel but ? Pour chasser les ténèbres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain à New Delhi ? Eh bien, plus de lumière. Voilà. Et oui, non, mais je vous explique pourquoi. Parce que la pollution de cette mégalopole est déjà très très importante. Les fumées dégagées par les feux d'artifice, pétards et autres ont encore plus assombri le ciel et augmenté la pollution. Quel paradoxe. Merci les changements globaux. Donc, cette chronique est passée à la vitesse de la lumière. Et je dois donc rendre l'antenne. Mais j'ai quand même une petite citation pour la fin, une citation indienne à laquelle vous réfléchirez. Cette citation dit la chose suivante: de la discussion jaillit la lumière. Bon, je vous laisse réfléchir à tout cela et merci et à bientôt. Merci. Salut Pascal. Merci Pascal, quelle transition toute trouvée avec notre conclusion, oui, puisque nous sommes arrivés au bout du tunnel. Mais avant de rejoindre le jour, Marjorie, aurais-tu un ou deux photons à nous distribuer en guise de conclusion ? Alors attention, on va relever le niveau de cette émission. On va relever le niveau. On a commencé en chanson avec ma rubrique. On va finir avec quand même, je pense qu'il y a du texte. Il y a beaucoup d'heures de travail avec la célèbre Cindy Sander et son Papillon de lumière sous les projecteurs. Papillon de lumière. Oui, je pense qu'on est en train de perdre Papillon de lumière garde tout son mystère. Papillon de lumière n'a plus rien d'éphémère. Oh là là là, qu'est-ce que c'était bien dit ça. Finalement, elle était quand même... on l'a pas considérée à sa juste valeur, cette Cindy Sanders. C'est vrai. Bon, merci chers amis. On l'invitera pour une chronique. Non, pas. Si elle nous écoute. Ou presque. J'espère qu'elle ne nous écoute pas là. Je sais pas. Alors merci chers amis, Anne, Marjorie, Pascal, Marina et tous ceux qui nous écoutaient. N'oubliez pas de vous rendre sur notre site web où vous trouverez des ressources, des capsules supplémentaires, des sites, des vidéos, etc. Je ne sais pas trop ce qu'on va voir. Des publicités, effectivement. Les peintures noires. Les peintures noires, effectivement. Voilà. On va essayer de mettre tout ça sur notre site. Et en attendant, comme disait notre cher regretté Georges Pernou, bon vent.